L'histoire de Bugatti est une histoire de succès et de tragédie. Pour comprendre ce que je dis, il faut remonter un siècle en arrière, dans le sous-sol d'une maison en Allemagne. Ettore Bugatti vient de terminer la construction de sa propre automobile. Il décide donc de quitter son emploi et de créer une nouvelle entreprise automobile. Au cours des années qui ont suivi, cet homme a conçu certaines des voitures les plus rapides et les plus luxueuses sous son nom, devenant ainsi l'un des meilleurs ingénieurs de son époque. Mais malgré le succès, tout s'écroule du jour au lendemain lorsque Ettore est contraint de vendre son entreprise sans savoir jusqu'où la marque Bugatti se développera. Alors installez-vous confortablement car aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire fascinante et tragique de Bugatti et comment elle est devenue l'une des voitures super sportives les plus luxueuses que nous connaissons aujourd'hui. Ettore Bugatti est né le 15 septembre 1881 à Milan, en Italie. Issu d'une famille aisée, son père, Carlo Bugatti, était un célèbre créateur de meubles et de bijoux de la ville de Milan, tandis que son grand-père était architecte et sculpteur. Cette passion et ce talent pour l'art étaient présents dans le sang de la famille et ont été transmis par le jeune frère d'Ettore, Rembrandt. Rembrandt avait 3 ans de moins qu'Ettore, mais il était déjà un excellent créateur de sculptures, encore meilleur que son frère aîné. De nombreux historiens soutiennent que l'éclat de Rembrandt est la raison pour laquelle Ettore n'est pas devenu sculpteur et n'a pas suivi les traces de sa famille. Néanmoins, cet héritage artistique se manifestera d'une autre manière. Dès son plus jeune âge, il était évident qu'Ettore était naturellement un ingénieur brillant. Il était si doué que, même sans aucune formation formelle, il apprenait déjà des conceptions très complexes. Alors qu'il n'était encore qu'un adolescent, Ettore a réparé un tricycle motorisé avec une grande facilité sous les yeux de son père. Reconnaissant immédiatement le talent de son fils, Carlo décide d'encourager Ettore à suivre un apprentissage chez Prinetti et Stucci, une usine bien connue à l'époque pour la création de véhicules motorisés et de bicyclettes. Ettore accepte et rejoint l'usine à l'âge de 16 ans. Un an plus tard, Ettore conçoit son propre tricycle motorisé en participant à une course entre Paris et Bordeaux. Ce tricycle à moteur est propulsé par 2 moteurs, fabriqués par De Dion Bouton, l'une des entreprises automobiles les plus réputées de l'époque. Laisser Ettore travailler chez Prinetti et Stucci était une excellente idée, mais cela allait aussi lui ouvrir les yeux sur un tout nouveau monde. Le monde des conceptions mécaniques, des automobiles et de la vitesse. Et c'est là qu'Ettore a trouvé sa raison d'être. En 1900, à l'âge de 18 ans, Ettore quitte Prinetti et Stucci et entreprend de construire sa propre automobile. Perfectionniste par nature, il dessine chaque petit détail de son projet automobile, du moteur aux parties extérieures de la voiture. Il supervise également la fabrication de toutes les pièces utilisées dans la construction de sa voiture. Cela deviendra un rituel tout au long de sa vie. C'était un homme très précis, détaillé et mathématique, à tel point que certains de ses projets semblaient trop complexes pour les ingénieurs les plus chevronnés de son époque. Son talent finit par attirer l'attention de la société de Dietrich, qui possède des usines en France et en Allemagne. Ettore est fréquemment engagé par la société pour construire et concevoir des véhicules. Malgré son jeune âge, il a reçu son premier contrat professionnel alors qu'il n'avait que 18 ans. Et comme il était encore adolescent, son père a dû co-signer le contrat pour lui. Pour ce travail, Ettore a dû quitter sa ville natale de Milan pour s'installer à Niederbronn-les-Bains, une ville d'Allemagne. C'est là qu'il a travaillé pendant quelques années, apprenant à mieux connaître son métier, développant des véhicules et participant même à des courses automobiles. En 1903, il construit sa 2e voiture pour la course Paris-Madrid, mais ce véhicule est tellement en avance sur son temps qu'il n'est même pas autorisé à courir. Ettore a placé le conducteur et le moteur très bas dans le châssis de la voiture, pensant que cela était meilleur pour le centre de gravité et l'aérodynamisme. Cependant, tout le monde a trouvé cela étrange. Après tout, tous les autres constructeurs de l'époque pensaient qu'il fallait s'asseoir plus haut, mais très vite, ce style est devenu la nouvelle norme pour les voitures de course. En 1906, Ettore décide qu'il est temps de quitter de Dietrich. À l'époque, les voitures étaient construites une à une, par des artisans extrêmement compétents. Elles étaient donc généralement très chères, et seuls les plus riches pouvaient se les offrir.
La plupart du temps, les voitures étaient utilisées pour les courses, qui devenaient rapidement un sport populaire dans toute l'Europe et l'Amérique. En 1907, Ettore rencontre Barbara Giuseppa Macera, qui deviendra sa femme. La même année, Ettore signe un contrat de plusieurs années avec un fabricant de moteurs à essence, Deutz, à Cologne, en Allemagne. Pendant qu'il travaillait chez Deutz, Bugatti créait des moteurs plus lourds et de plus grande taille pour l'entreprise, ce qui était la norme à l'époque. Mais il commence déjà à développer ses propres idées sur la construction de ces moteurs, des idées qui vont directement à l'encontre des tendances de l'époque. Ettore pensait qu'il était possible de construire un véhicule à la fois petit et extrêmement léger, et qu'une telle voiture serait plus performante que d'autres véhicules dotés de moteurs beaucoup plus lourds. Pour ce faire, il commence à travailler sur une nouvelle automobile dans le sous-sol de sa maison, et cette nouvelle voiture sera la première à porter le nom de Bugatti, la Bugatti Type 10. Le Type 10 est finalement achevé en 1909. Le résultat est une voiture dotée d'un moteur 4 cylindres de 1,2 litres, pesant seulement 365 kg. Cette voiture biplace était capable d'atteindre une vitesse de pointe de 80 km/h, ce qui était un exploit incroyable à l'époque. Ettore décide alors de quitter son emploi et de conduire sa nouvelle voiture jusqu'à la ville alsacienne de Molsheim, qui fait alors partie de l'Allemagne, où il fonde sa propre entreprise, Automobiles Ettore Bugatti. Ettore a été l'un des premiers à utiliser les compétitions de course comme plateforme pour démontrer les capacités de ses voitures. Le fait de le faire devant une foule nombreuse a contribué à renforcer sa popularité en tant que l'un des meilleurs concepteurs automobiles du pays. Cette pratique est rapidement devenue la norme dans l'industrie automobile. 1909 est une année importante dans la vie de Bugatti et l'une des plus heureuses. C'est l'année où il achève la Type 10, où il fonde sa propre entreprise et surtout où il donne naissance à son premier fils, Jean Bugatti. Bien que la Bugatti Type 10 soit une voiture brillante et très en avance sur son temps, Ettore y voit une possibilité d'amélioration encore plus grande, et la Type 10 servira de prototype à l'une des voitures les plus populaires de l'industrie automobile, la Type 13. Bugatti améliore la conception de son prédécesseur en ajoutant des ressorts à lame à l'essieu arrière et en adoptant un système de 4 soupapes par cylindre pour créer une culasse à 16 soupapes. Le nouveau Type 13 produisait ainsi une puissance suffisante de 30 chevaux pour entraîner le châssis de 300 kg. Bugatti et sa nouvelle voiture obtiennent une respectable deuxième place au Grand Prix de France 1911, ce qui conforte le nom de Bugatti comme l'un des plus grands concepteurs automobiles du monde. Bugatti continue à travailler sur d'autres modèles basés sur le même moteur de la Type 13 jusqu'à la Type 23. Cependant, le monde entier s'est arrêté, tout comme la production de ces voitures, lorsque la Première Guerre mondiale a éclaté en Europe. Après avoir vu la guerre s'éterniser pendant 1 an et demi, Ettore n'a d'autre choix que de retourner à Milan, puis à Paris, où il travaille avec les frères Duesenberg, entre 1915 et 1916. C'est là qu'Ettore propose le spectaculaire moteur U16, qui consiste essentiellement en 2 moteurs en ligne droite partageant un carter et le nomme Bugatti U16. L'U16 n'a pas connu de succès particulier, mais il a incité Bugatti et les frères Duesenberg à créer des moteurs à 8 cylindres en ligne et à arbre à cam en tête. À la fin de la guerre, Ettore retourne à Molsheim, qui est devenu un territoire français, et continue à construire des voitures de sport légères. Bugatti façonne la Type 13 avec un moteur multi-soupape qu'il a créé, et le résultat est incroyable. Sa nouvelle voiture lui permet de remporter le Grand Prix de la Sarthe 1920 au Mans. En 1921, la voiture gagne à Brescia, puis 3 autres fois, et très vite, la voiture est connue sous le nom de Bugatti Tipo 13 Brescia. La série de victoires se poursuit jusqu'en 1925, date à laquelle les véhicules ont déjà accumulé plus de 400 victoires au total. 2000 prototypes de la Bugatti Type 13 ont été construits avant 1926, ce qui en fait le modèle le plus produit par Bugatti. En 1924, Ettore présente sa Bugatti Tipo 35 au Grand Prix de Lyon, et son nouveau modèle devient rapidement la voiture de course la plus réussie de Bugatti, remportant plus de 1000 courses au cours de sa présence. Les succès sur circuit se poursuivent jusque dans les années 30, avec notamment 2 étonnantes victoires aux 24 heures du Mans en 1937 et 1939.
cette victoire étant conduite par un nom qui deviendra plus tard synonyme de l'entreprise Bugatti, Pierre Véron. Après avoir expérimenté différents modèles de voitures de course, Ettore et son fils, Jean Bugatti, décident de se lancer dans l'industrie du luxe. Ils commencent à travailler ensemble sur un nouveau modèle et, en 1926, la première voiture de luxe Bugatti, la Type 41 Bugatti Royale, voit le jour. Le Type 41 est le fruit du génie d'Ettore et de sa maîtrise technique qui s'est étendue à l'ensemble du développement automobile et au-delà. À l'époque, il s'agissait du véhicule le plus long et le plus luxueux jamais fabriqué dans le monde. Bugatti a été très sélectif avec ses clients pour la Type 41 et seules les personnes les plus distinguées de l'époque ont été autorisées à acheter la voiture, y compris les rois et les chevaliers aristocrates, et c'est pourquoi le Type 41 a été connu sous le nom de Bugatti Royale. Alors que le lancement de la Bugatti Royale a permis à Bugatti d'acquérir une plus grande notoriété, un changement radical dans l'économie mondiale va bientôt menacer de mettre l'entreprise d'Ettore à genoux. Trois ans après le lancement de la Royale, les États-Unis sont confrontés à la Grande Dépression. Ce ralentissement économique affecte grandement les autres économies du monde et les ventes des coûteuses voitures Bugatti chutent immédiatement. Les finances de l'entreprise sont gravement affectées, à tel point qu'elle frôle la faillite. Au milieu des années 1930, le gouvernement français engage Bugatti pour concevoir et fabriquer des wagons de chemin de fer dans ses usines. N'ayant pas d'autre choix et son entreprise étant au bord de la faillite, Bugatti accepte l'offre. Il aide le gouvernement français à concevoir 80 wagons Bugatti, ce qui l'aide à surmonter la Grande Dépression et à sauver son entreprise de la faillite. Mais alors que les choses commencent à s'améliorer pour Ettore, une grève est déclenchée à l'usine Bugatti de Molsheim, en France. Les ouvriers réclament des salaires plus élevés et de meilleures conditions de travail. Ettore refuse dans un premier temps, mais finit par céder à leurs revendications. Cela a créé un fossé de méfiance entre Ettore et ses ouvriers, et l'affaire n'a jamais été totalement résolue. Au fil des ans, Ettore Bugatti s'est imposé dans le monde entier comme l'un des plus grands concepteurs mécaniques de son temps, construisant des bateaux, des moteurs d'avion et des trains rapides capables de rouler à plus de 160 km/h. Ettore a également trouvé un compagnon magnifique dans le talent de son fils Jean. Jean est un ingénieur passionné et tout aussi brillant que son père. Ettore laisse à Jean la direction de l'usine Bugatti et grâce à l'ingéniosité de Jean, de nouveaux modèles Bugatti voient le jour et fascinent le monde entier. Des modèles tels que la célèbre Atlantique, la majestueuse Royale et la Type 57G Tank, qui a participé et gagné les 24 heures du Mans en 1937 et 1939. Il était le rêve d'un père et le successeur parfait d'Ettore. À l'époque, tout allait bien pour Bugatti, mais un seul moment peut changer le cours d'une vie. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Ettore. En juin 1939, Bugatti vient de gagner au Mans pour la deuxième fois en 4 ans avec la Bugatti Type 57G Tank. 2 mois plus tard, Jean Bugatti organise un essai avec la voiture et prend le volant comme il l'a déjà fait à maintes reprises, quand soudain, un facteur cycliste lui barre la route. En voulant éviter le cycliste, Jean fait une embardée et s'écrase contre un arbre où il meurt sur le coup. Ettore fond en larmes en apprenant la nouvelle. Son frère cadet, Rembrandt, s'étant suicidé des années plus tôt pendant la Première Guerre mondiale, et il venait de perdre son fils préféré, son fils parfait. Les choses ne font qu'empirer lorsque l'armée allemande envahit l'Alsace et s'empare des usines Bugatti 3 semaines seulement après la perte de Jean. En fait, Ettore avait déjà anticipé la menace et transporté une grande partie des machines à Bordeaux. Mais cela n'a pas suffi. Les Allemands le retrouvent et lui demandent de coopérer en produisant des torpilles et des véhicules pour l'armée allemande, ce qu'il refuse. Ettore s'est également lourdement endetté à l'époque, ce qui l'a contraint à vendre l'entreprise et les machines pour une somme inférieure à 50% de leur valeur. Bugatti s'est réfugié avec sa famille à Paris et a tenté d'oublier sa douleur en concevant des moteurs d'avion et des torpilleurs. Mais aucun de ces projets n'a fonctionné. Bien que Bugatti ait passé la majeure partie de sa vie en France, il était italien, mais il n'a jamais demandé la nationalité française, si bien qu'à la fin de la guerre, l'État français ne l'a pas soutenu. Et comme l'Italie avait été alliée aux Allemands, Ettore fut accusé de collaborer avec les occupants allemands. À la fin de la guerre, Bugatti tente de récupérer son entreprise et décide de poursuivre l'État, mais perd le procès. Les choses vont de mal en pis lorsqu'en 1944, sa femme Barbara décède.
Il est maintenant au plus bas de sa vie. Il décide de se rendre une dernière fois à Molsheim, où il retrouve son usine en ruine et son manoir abandonné. Sa santé commence alors à se détériorer rapidement. Il n'abandonne pas pour autant. Ettore a demandé la nationalité française pour tenter de récupérer ce qui lui revenait de droit. En 1947, à l'âge de 66 ans, la santé d'Ettore s'est dégradée. Il a contracté une maladie pulmonaire et a subi une grave attaque d'apoplexie. Au cours de la même période, sa société est rétablie et les biens d'Ettore lui sont enfin restitués. Mais la bonne nouvelle arrive trop tard pour Ettore, qui souffre d'une paralysie totale de ses facultés mentales et dont l'état de santé ne fait qu'empirer. 10 jours plus tard, après la reprise de son entreprise, Ettore Bugatti décède. Les membres survivants de la famille ne sont pas en mesure de poursuivre la production de leur voiture et par conséquent, l'usine Bugatti ferme ses portes et reste abandonnée pendant de nombreuses années. La société Bugatti a connu une période d'abandon et d'obsolescence avant de renaître dans les années 1990. Un homme d'affaires italien, Romani Artioli, a racheté l'entreprise en 1987 et a rétabli la marque Bugatti dans le monde entier. 5 ans plus tard, un tout nouveau modèle, la Bugatti EB110, est présenté au public. Cette nouvelle voiture, capable d'atteindre une vitesse maximale de 343 km/h, est rapidement devenue un phénomène. La puissance et l'aspect extravagant de la voiture ont fait bonne impression dans le monde entier. Mais malheureusement, seules 139 voitures ont été construites avant que Bugatti ne tombe en faillite à cause d'une mauvaise gestion en 1995. Ce n'est qu'en 1998, lorsque Volkswagen a racheté la société, que nous avons retrouvé la marque Bugatti que nous connaissons aujourd'hui. À la fin des années 90, la nouvelle entreprise a testé plusieurs voitures conceptuelles lors de divers salons automobiles, puis est restée silencieuse pendant quelques années, le temps de mettre au point une nouvelle voiture. En 2005, la Bugatti Veyron a été présentée au public et est devenue l'une des voitures les plus populaires au monde, battant le record du monde de la voiture de série la plus rapide jamais construite, avec une vitesse maximale de 409 km/h. La Veyron a perduré jusqu'en 2015, date à laquelle elle a été remplacée par la Bugatti Chiron, une autre super voiture de sport phénoménale. En 2019, l'entreprise a de nouveau battu le record avec sa Bugatti Chiron en tant que nouvelle voiture de série la plus rapide, atteignant l'incroyable vitesse de 491 km/h. C'est l'histoire de Bugatti et le rêve d'un homme qui continue à vivre des décennies après sa mort tragique. Merci à tous d'avoir regardé, j'espère que vous apprécierez la vidéo. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. D'ici là, je vous dis à la prochaine fois.